Will, avant de parler foot, si on parlait du côté des absents du groupe, comment ça se passe cette semaine? Est-ce que tu as tout le monde? Est-ce qu'il y a des joueurs qui reviennent, d'autres qui se sont blessés? Non, c'est à peu près le même groupe que la semaine dernière, avec Noah Holm qui est toujours indisponible et Lopi qui a toujours une gêne aux adducteurs, donc lui sera pas disponible. Et là il y a juste Thomas Fouquet qui a une plaie sur le pied qui l'empêche de s'entraîner correctement. Donc, sinon le reste tout est pareil et tout le monde est prêt à jouer. Le fait d'avoir repris par une victoire significative, ça fait du bien, ça a permis de passer une bonne semaine? Ouais, non, c'est sûr. On voulait rebondir de façon correcte après une défaite qui était énervante et qui nous a pas mal frustrés. Donc non, le plus important ça va être les 3 points et les 3 buts qu'on met, parce qu'encore une fois dans la manière et dans ce qu'on a proposé dans le jeu c'était pas ouf. Et on sait qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc on va retenir le positif et ces 3 points qu'on a pris, mais on sait qu'on peut faire beaucoup mieux. Avant cette victoire et puis surtout avant la défaite, il y avait une belle série qui était en cours. Est-ce qu'aujourd'hui l'objectif c'est de s'inspirer de ce qui a été fait avant pour repartir, essayer de faire quelque chose de similaire et de repartir sur une série d'invincibilité le plus longtemps possible? Quelque chose de similaire, je sais pas. On veut juste essayer de gagner chaque match, et si ça nous permet de réenchaîner sur les 9 derniers matchs qui restent le même genre de série, alors tant mieux. Mais je le dis, on se prend pas trop la tête avec des objectifs fixes ou des buts à atteindre. Non, on va regarder le match de dimanche, on va essayer de le gagner, puis on va continuer. Encore une fois, sans trop se prendre la tête. Pour Nantes, tu évoques un contenu pas ouf. Est-ce que par exemple c'est on va dire la première demi-heure ou la première partie de la première mi-temps qui est peut-être le plus perfectible dans le contenu de ton match à la Beaujoire, où on a vu 2 équipes avec Nantes qui a eu aussi des grosses occasions, ton équipe qui était peut-être pas assez haute sur le terrain? Est-ce que c'est cette partie du match qui t'a un petit peu plus gêné par rapport au contenu global? Entre autres, je pense que la première demi-heure avec ballon, on avait tendance à se battre avec le ballon, que ce soit notre premier contrôle ou des détails techniques avec beaucoup trop de déchets dans notre jeu. Et comme tu dis, l'aspect, la distance entre nos lignes était éclatée, et ça nous permettait pas de presser et de remonter assez vite le bloc. Donc on s'est mis entre guillemets un peu nous-mêmes en difficulté. Et puis sur la deuxième mi-temps, pareil, il y avait des moments où à 3-0 tu dois gérer le match et peut-être le tuer, et si tu dois en mettre 4-5, il faut les mettre. Mais on a été un peu nonchalant dans certaines prises de décision ou dans certains gestes. Donc, mais c'est bien parce que ça nous permet de rester exigeant, et ça nous permet de garder une marge de progression aussi. Comment on travaille la semaine à l'entraînement cette nonchalance dans les prises de décision? Parce que c'est mental, c'est technique, ça englobe plein de points. Comment est-ce qu'on essaie de gommer ce détail-là particulièrement? Pour être honnête, hier c'était en les menaçant de leur mettre un coup de bâton dans le derrière. Mais non, c'est juste avoir assez d'intensité moi-même, que pour apporter dans la séance mon énergie et mon intensité, et celle de tout le staff. Et si nous on est performants, et si nous on leur donne l'énergie qu'il faut et le niveau de concentration qu'il faut, souvent c'est rendu par les joueurs. Et je prends l'exemple d'hier et d'aujourd'hui, c'était deux très très bonnes séances d'entraînement, donc c'est bien. Et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir reproduire en match aussi. Mais je le dis, la première demi-heure, contre Nantes, il y avait un tas d'aspects qui rentraient en jeu. J'avais l'impression que ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas joué. Donc il fallait retrouver un peu de rythme, il fallait retrouver un peu les repères. Parce qu'au final, on n'a eu que 2-3 jours pour préparer ce match-là. Donc, sans vouloir se chercher d'excuses, on va les utiliser entre guillemets et se reconcentrer sur ce match-ci. La trêve internationale qui était juste avant, peut expliquer cette mise en route un petit peu poussive, ou il y a d'autres paramètres du coup? Par exemple, c'est peut-être une cause, mais il y en a 1000 autres qu'on pourrait utiliser. Mais je le dis, tant qu'on est exigeant et concentré sur ce qu'on fait, c'est le plus important. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a gagné malgré tout en maturité, cette équipe, par rapport à ce que tu as retrouvé dans le groupe il y a 6 mois, 5 mois? Ouais, clairement, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de tout le monde.
mais aussi une prise d'initiative, dans le sens où je voulais que les mecs se libèrent un peu et se fassent plaisir en jouant, tout en prenant un tas de risques, là où on peut se permettre de prendre des risques, à l'image de Younis qui s'est pris pour Ronaldinho à l'espace de 10 secondes. Mais au final ça paye parce que tu mets un but derrière, donc tant mieux. Et encore une fois, 2-0 à la mi-temps, c'est un score qui est difficile à gérer. Et je pense que le Stade de Reims a prouvé par le passé que 2-0 à la mi-temps, c'est pas toujours signe d'une victoire au bout. Et là, on a beaucoup progressé parce qu'on est très attentif à ce qu'on fait juste après la mi-temps. Et là, on a été capable de tuer le match en mettant le troisième. Donc c'est bien, on avance, on progresse, on devient de plus en plus mature. Mais encore une fois, les meilleures équipes et les très très bonnes équipes, elles sont capables de le refaire semaine après semaine. Le deuxième but, c'est aussi cette illustration-là. On dit souvent qu'après avoir marqué, il y a un certain relâchement, il y a toujours un danger. Et vous, la minute d'après, vous vous projetez tout de suite à la récupération de balle. Ouais, mais on y a travaillé aussi parce qu'on avait tendance, dans les parties plus tôt dans la saison, on avait tendance à encaisser très vite après un but marqué. Donc c'était se dire, ok les gars, on a marqué, super, top. Mais les 5, 10, 15 prochaines minutes sont les plus importantes. Donc il y a eu une prise de conscience à ce niveau-là, comme il y a eu une prise de conscience à pas mal de niveaux, donc c'est bien. Et quel genre de match t'attends-tu contre l'Ouest qui n'est pas sauvé, qui a l'air de se relettre un petit peu, ça a l'air d'être un peu mieux? Quel genre de match tu t'attends dimanche? Très compliqué, à l'image du match aller qu'on avait fait là-bas, où encore une fois dans le contenu c'était pas notre meilleur match. Mais c'est une équipe avec une identité de jeu assez claire maintenant, depuis l'arrivée du nouveau coach, et c'est une équipe qui commence à prendre des points et à mettre quelque chose en place qui est vraiment solide et intéressant. Donc non, on va devoir encore une fois être très très bon et faire les choses de la meilleure des manières, sans être nonchalant ou sans être hésitant et dubitatif. Il faut y aller, il faut qu'on installe notre façon de jouer, tout en connaissant la qualité qui est en face. Il y a des gens qui regardent cette équipe, des observateurs, qui disent qu'avec la qualité individuelle qu'il y a dans cette équipe, notamment offensive, et au vu de ce qu'elle monte maintenant sur cette deuxième partie de saison, il y a des gens qui pensent qu'elle n'est pas forcément à sa place, elle aurait pu être un petit peu mieux classée. Est-ce que tu es d'accord avec ça quand tu vois ce que cette équipe montre? Ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes dans le bas de tableau que leur position ne reflète pas vraiment la qualité qu'ils ont et le jeu qu'ils proposent. Je pense notamment à Nantes de la semaine dernière, et je pense à cette équipe de Brest qu'on va affronter dimanche. Mais on en est conscient et on en a parlé, et donc tout le monde est prêt à un scénario de match difficile et à une qualité en face qui n'est pas négligeable. Donc non, c'est bien, on joue à domicile, on a envie d'imposer ce qu'on veut faire et ce qu'on sait faire. Mais je le dis, il faut toujours prendre en considération ce qu'il y a en face de nous, et là en l'occurrence c'est vraiment intéressant. Tu parlais d'un changement avec le nouvel entraîneur, avec Eric Roy. Qu'est-ce qu'elle a changé fondamentalement cette équipe de Brest dans sa manière de jouer, de ce qu'elle propose sur le terrain depuis que c'est Eric Roy justement qui est sur le banc, quand tu regardes cette équipe jouer? Une certaine efficacité, qu'elle soit défensive ou offensive. C'est une équipe très très bien en place défensivement, qui offre très peu d'espace, et a une efficacité hors pair sur plus ou moins toutes les situations. Je pense que si on prend leur match de la semaine dernière, il y a une énorme efficacité sur coup de pied arrêté, mais elle s'est très efficace en transition offensive, comme elle peut être très efficace sur un jeu un peu plus direct. Donc il a réussi à installer une belle efficacité, donc à nous de pouvoir répondre présent et de pouvoir répondre aux problèmes qui vont nous poser. Il y a 6 points qui te séparent de la 5e place. Tu rêves encore, ou on se dit ça va être compliqué en 9 matchs de réduire cet écart Non, je pense qu'on doit toujours rêver, et il faut rêver à tout moment, mais il faut aussi rester lucide par rapport à qui on est et d'où l'on vient, parce que je pense que si quelqu'un avait parlé d'Europe après les 10 premiers matchs du Stade de Reims cette saison en Ligue 1, je pense qu'on aurait rigolé. Donc on sait d'où on vient, on sait qu'on a accumulé un certain retard par rapport aux équipes qui sont devant nous avec la situation qu'on connaît. Donc
on va rester ambitieux, on va rester solidaire et on va se pousser jusqu'au bout. Mais je pense qu'on est assez lucide et assez intelligent que pour savoir qu'il y a une énorme qualité dans les équipes qui sont devant nous, mais que la beauté du foot te permet de rêver et te permet d'y croire, donc c'est ce qu'on va faire. Les gens du club, le directeur général a parlé de cycle de 3 ans pour éventuellement toucher la Ligue Europa Conférence. Tu es d'accord avec ça? Tu penses que Reims peut faire partie de ces équipes qui peuvent, à un moment donné, jouer l'Europe là? Moi, je pense que Reims, c'est un club qui va dans la bonne direction, en tout cas, et qu'elle a prouvé sur les dernières années que petit à petit, à tous les niveaux du club, elle fait les bons choix et elle va dans la bonne direction. Je pense que si on regarde, ne fût-ce que les infrastructures qu'on a ici pour s'entraîner, elles sont en train de pousser et de grandir au quotidien. Le groupe de joueurs, c'est pareil. Il y a de plus en plus de qualité, il y a de plus en plus de cohérence dans ce qui est mis en place. Donc, si cette équipe de Reims ou si ce club de Reims veut rivaliser avec les équipes qui sont devant nous pour l'instant, c'est en allant dans cette direction-là. Et je pense que les gens qui sont en place l'ont bien compris et c'est ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, c'est très positif, je pense. Il va y avoir notamment, par rapport à cette question d'Europe, des confrontations directes. Il va jouer Rennes, tu vas jouer Lille. Est-ce que ça donne aussi l'idée de se dire tout est possible finalement? Ouais, clairement. Et on sait qu'il y a pas mal de confrontations directes avec ces équipes-là. Mais je le dis, on va pas se prendre pour qui on n'est pas. Ces équipes sont pour l'instant au-dessus de nous et c'est qu'il y a une raison pour laquelle elles sont au-dessus de nous. Donc à nous de rester concentrés sur notre objectif à nous et sur notre situation personnelle. Et forcément, si on peut aller les embêter, si on peut aller les titiller, on va le faire. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus l'objectif qu'on avait il y a 4-5 mois. Parce que cette saison-ci, c'était le plus important. Mais qui ne rêve pas n'obtient rien, donc c'est ce qu'on va faire. L'objectif qui est atteint, mathématiquement, il n'est pas encore atteint, mais dans la logique des choses, ça devrait aller. Mais encore une fois, on reste sérieux et concentré sur tous les objectifs, et ça en fait partie. Mathématiquement, tant qu'il n'est pas atteint, il n'est pas fini, donc on va continuer à pousser. Il reste 9 matchs et on verra bien où on finit. Vous sentez l'expérience, vous sentez l'attente qui grandit de l'extérieur, ou est-ce que vous vous protégez de ça aussi? Non, forcément tu la sens, mais c'est bien parce que ça prouve qu'on fait quelque chose qui est intéressant et qui va dans le bon sens. Mais je le dis, je pense qu'au sein de notre groupe et au sein de ce qu'on est en train de faire, je pense que tout le monde est assez lucide que pour savoir qu'on vient d'assez loin, voire très très loin par rapport aux équipes devant nous. Mais souvent dans les matchs qu'on a connus ces derniers mois, ça ne tient qu'à nous. Et si on est capable de prester à un niveau qui est le nôtre, alors on peut embêter tout le monde. Mais je le dis, les meilleures équipes, elles doivent rester à ce niveau d'intensité, ce niveau d'exigence qui te permet de gagner des matchs au final. Tu nous as beaucoup répété, mais tu n'es pas le seul d'être un adepte du match d'après, de ne pas avoir plus loin que le match qui arrive lors de la journée suivante. Est-ce que c'est ça aussi la clé finalement pour s'offrir le maximum de chances, de faire les choses par étapes et de ne pas penser justement à plus long terme? Ouais, mais je comprends que ça vous saoule plus qu'autre chose d'entendre match par match et ci et ça. Ouais, mais ce n'est que la logique de la chose, parce que l'adversaire change chaque semaine. Tu ne sais pas qui va être blessé ou qui va être suspendu. Tu ne sais pas qui va se blesser dans le match d'après. Tu ne sais pas quels éléments vont changer dans le club qui sera en face de toi. Est-ce qu'il y a un changement d'entraîneur, pas de changement d'entraîneur? Il y a tellement de choses variables dans le monde du foot et variables au quotidien que moi je ne savais pas que Thomas Fouquet allait se faire mal au pied hier à l'entraînement. Et ça change quelque chose, ça change une donne, ça change un élément de ce qu'on essaie de faire. Donc au-delà du fait que ce soit super frustrant pour le monde extérieur d'entendre match par match, on va y aller progressivement, c'est la seule réalité du monde du foot. Tu vas bien relancer, mais tu auras des suspendus pour le prochain match justement. Ben voilà. Donc est-ce que ça, malgré tout, on essaie de l'anticiper dans le match qui vient là? Pas dans le match qui vient là, parce que là on se concentre sur les éléments qui sont à notre disposition et qu'on peut contrôler. Mais dans l'arrière de ma tête, quelque part, oui, il y a déjà
l'idée que dans 10 jours à Rennes, on n'aura pas deux milieux de terrain qui sont assez importants dans ce qu'on fait. Donc ça change tout. Et ce sera à nous de nous adapter. Et c'est pour ça que tu peux pas regarder plus loin que le prochain match, parce que c'est impossible. Une dernière question. Concernant la Coupe de France, il y a un peu de regret là, lorsqu'on voit les équipes qui vont jouer la finale et que finalement vous n'étiez pas si loin que ça, vous avez raté votre match de coupe contre Toulouse. Mais il y a un peu de regret là. C'est le président ce matin qui disait voilà, c'était peut-être l'occasion ou jamais. Rêver en fait, quand PSG ou Marseille se sont éliminés, d'atteindre la finale, de jouer la finale. Je crois que le regret, c'est un mot un peu trop fort. Je pense qu'on est... tout le monde a vu quelles sont les deux équipes qui sont en finale. Mais au final, tu peux pas nourrir de regret parce que tu as été bidon dans notre match à Toulouse. Et qu'au final, tu mérites pas d'être au Stade de France. Parce que tu n'as pas géré ce match-là comme tu aurais dû le faire. Mais ouais, comme supporter lambda et d'un avis extérieur, ouais, c'est facile de se dire Paris est pas là, Marseille est pas là, Lyon est plus là, donc mais bon, ça c'est la réalité du foot. Tu peux pas te permettre d'être moyen ou voire mauvais sur un match, parce que si tu veux atteindre de belles choses et atteindre de vrais objectifs, tu dois rester régulier tout le temps et pas te permettre de jouer un match catastrophique en semaine. Ça tient pas à grand chose, hein. On inverse les matchs joués à Reims peut-être ce match. Ouais, mais ça, encore une fois, ça fait partie de tous ces trucs complètement incontrôlables qui font le charme du monde du foot. Notre parcours en coupe était tel qu'il était, on a joué tout en déplacement, voilà, c'est la réalité du truc. C'était aussi une période où on enchaînait 4000 matchs à l'extérieur. Mais encore une fois, c'est de notre faute. Si tu es vraiment bon et que tu es vraiment exigeant, ce match-là, tu le gagnes et tu fais de ton mieux, chose qu'on n'a pas forcément faite sur cette date-là, donc voilà. Ça rejoint ce que tu disais la semaine dernière et puis les semaines d'avant, le foot c'est pas du tout une science exacte et on peut pas du tout prévoir ce qui peut se passer. Pas du tout. Et je te prends des exemples, pourquoi Nantes ne marque pas sur leur énorme occasion après le CPA de Blas en début de match contre nous, et que nous... Palois il shot dans la tête de Girotto, je pense, elle revient dans les pieds d'Alexis Flips. Je vais pas commencer à mentir et dire qu'on l'a préparé à l'entraînement, parce que j'ai jamais demandé à Cheikh Keita de shotter dans la tête d'un autre et qu'elle revienne dans les pieds d'Alexis Flips. On va rester honnête, donc ouais, tu ne contrôles que très peu d'éléments et tu essayes de les contrôler au mieux. Mais ouais, c'est la beauté du foot aussi. Et parfois ça tourne contre toi, comme contre Marseille ici, où tu mets 2 poteaux et le ballon il sort, et ils mettent un poteau et le ballon il rentre. C'est comme ça. C'est la beauté du foot, je pense. On a coutume de dire que ça se provoque, ça. Ouais, c'est vrai. Mais je le dis, quand on regarde les buts qu'on encaisse contre Marseille, tu sentais que ce sont des choses que tu ne fais pas par habitude, parce qu'il n'y a pas ce petit manque de concentration, il n'y a pas la faute qui n'est pas nécessaire à cet endroit-là. Et donc, est-ce que tu mérites vraiment de revenir dans le match ? Ouais, la question se pose. Mais je le dis, il faut tout le temps rester exigeant, il faut tout le temps se pousser pour garder ce niveau de concentration et d'exigence par rapport à notre jeu. Et puis ces petits détails-là, à force de pousser, de travailler, de continuer, ils tombent en ta faveur. Et ces derniers mois, on a eu pas mal d'éléments qui sont tombés en notre faveur, mais parce qu'il y a le travail et la rigueur derrière, donc à nous de continuer. Emmanuel, une victoire qui fait du bien parce que vous étiez sur une très belle série, elle a été stoppée face à Marseille, il a retrouvé le goût de la victoire, on imagine que c'est plus confortable pour travailler ? Oui, évidemment, cette victoire, elle fait du bien, parce que, comme vous l'avez dit, il y a Marseille qui a freiné notre belle lancée, donc il était très important pour nous de reprendre très rapidement avec une victoire pour prendre aussi beaucoup en confiance. Voilà, et puis pour essayer de refaire encore une belle série jusqu'à la fin de la saison. Justement, avoir vu cette série stoppée, est-ce que ça a mis un coup sur la tête, ou est-ce que finalement vous disiez on savait que ça allait arriver, donc c'est le métier et puis on repart ? Et de toute façon, on savait qu'un jour ou l'autre, cette série allait s'arrêter.
Mais la façon dont ça s'est arrêté, ça créait beaucoup de frustration en nous parce qu'on méritait mieux que la défaite contre le Stade de Marseille. Donc je pense que c'est cette frustration-là qu'on a transformée sur le terrain contre Nantes parce que fallait qu'on le montre sur le terrain, fallait qu'on montre que voilà, on ne méritait pas cette défaite et on valait mieux que ce match contre Marseille. Donc on a essayé de le reproduire et par la grâce de Dieu, ça a bien marché. On se disait, Emmanuel, avec cette victoire contre Nantes, que finalement ça montrait aussi la maturité qu'elle avait gagnée cette équipe. Ouais, bien évidemment, comme je me rappelle en début de saison, le coach qui disait que voilà, l'équipe manquait de maturité, qu'on allait continuer à travailler pour essayer d'être plus bon à ce niveau-là. Et je pense qu'on essaie tant bien que mal à corriger ça. Voilà, donc ce sont ces petits aspects-là qui feront de nous plus tard une bonne équipe. Et si on veut continuer à gagner, c'est d'avoir cette maturité qu'il faut, dans les moments qu'il faut. C'est valable aussi pour toi. Je me souviens de ta première conférence ici où on te sentait très ambitieux. Est-ce que tu sens à titre personnel une évolution dans la maturité du jeu, dans l'approche ? Ouais, à l'image de l'équipe, voilà. Vous savez, vous pouvez avoir des émotions personnelles, mais si tu n'es pas aidé par tes coéquipiers, c'est impossible. Donc, mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé dans ce sens. Voilà, donc c'est toute l'équipe, ce n'est pas Emmanuel Agbadou, on a tous grandi ensemble, on a tous gagné ensemble, on a perdu ensemble, et voilà. Et si l'équipe elle est mature, évidemment que moi aussi je vais prendre la maturité, donc ça fait plaisir. C'est vrai qu'au tout début tu avais commencé, tu jouais mieux défensif pour pallier des absences. Tu as retrouvé ton poste de défenseur central. Reims présente une des meilleures défenses, donc le boulot a été fait. Tu te sens à l'aise dans cette défense Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le travail de toute l'équipe parce que pour une équipe qui est compacte défensivement, cela commence par les attaquants, ensuite les milieux et après les défenseurs. Donc si le boulot il est bien fait devant, il est bien fait au milieu de terrain, obligé que derrière c'est un peu plus facile pour nous. Donc voilà, c'est tous ensemble qu'on l'a fait. Et le fait de ne pas prendre de but lors des matchs, ça fait plaisir et ça crée de la confiance. Et quand tu continues à faire des clean sheets au fur et à mesure, tu n'aimes plus prendre de but. Voilà. Donc ça commence à devenir notre identité. Donc on essaie de le garder. Détester la Exactement. Peu importe le score, on se doit de garder nos cages inviolées. Sur le plan défensif, ça a été évident de s'adapter au changement de système aussi. On a commencé par une défense à 3, après vous êtes passé depuis plusieurs semaines à une défense à 4 avec 2 axiaux. Est-ce qu'il a fallu un petit temps d'adaptation ou justement ça a été plutôt naturel de passer à 4 ? Je pense que c'est pour ça qu'on a appelé des footballeurs professionnels, parce qu'un footballeur c'est sa capacité à s'adapter, peu importe les situations. Donc on a amené à croiser pas mal de coachs tout au long de notre carrière et à nous de pouvoir s'adapter rapidement. Donc là, lui, il est passé à 4. On se devait de s'adapter rapidement à ce système-là. Et le fait aussi, lors du break, pendant la Coupe du Monde, lorsqu'on était en Espagne, on a vraiment beaucoup travaillé dans ce sens. Et quand on est revenu, on était une nouvelle équipe qui avait changé. Voilà. Qu'est-ce que ça change quand on est défenseur central de passer pendant une saison de 3 centraux à 2 centraux ? Donc, qu'est-ce que tu dois changer principalement dans ta manière de défendre, dans ta manière de relancer ? Comment on s'adapte à ce changement de système ? Je pense que c'est pour ça qu'il y a tout un staff autour des joueurs. Voilà, parce que seul le joueur, certes, il a sa propre intelligence, sa propre capacité, mais c'est pour ça qu'il y a la technologie, il y a des gens qui sont là spécialement pour ça, qui te montrent des vidéos, qui te montrent comment défendre à 2, à 3, qui te montrent comment progresser avec le ballon, comment resserrer les lignes, etc. Et voilà, on fait beaucoup de vidéos, chacun individuellement, chaque joueur, et je pense que ça nous réussit bien. Pour toi qui reste un jeune joueur aussi, le fait d'être associé à Younis, qu'est-ce que ça t'apporte sur le terrain d'avoir un joueur d'expérience comme ça à tes côtés ? Oui, je l'ai dit en début de saison, ça apporte beaucoup. Parce que... Tu nous avais dit qu'il était un peu vieux. Évidemment, pour son âge et pour ce qu'il fait, tu es obligé de mentionner. Ouais. Voilà, donc quand tu vois Younis faire certains efforts, tu es dans l'obligation de faire plus en fait. Voilà, donc c'est un challenge positif, surtout quand tu le vois à l'entraînement, son quotidien et dans les matchs. Voilà, c'est un exemple. Donc nous qui sommes à côté de lui, nous devons d'être à la hauteur en fait.
Est-ce que quand tu le regardes jouer, tu te dis j'aimerais bien être aussi bon à cet âge-là, par exemple? Exactement, et c'est un exemple. La Prévendée, c'est une icône ici à Reims. Donc, pour pouvoir arriver à ce stade de Younis, tu vas forcément parler avec lui, lui demander quels sont les sacrifices qu'il a eu à faire. Évidemment, parce que c'est pas seulement sur le terrain, c'est sa vie en dehors du terrain, pendant les entraînements et tout. Donc on a tous envie de jouer jusqu'à cet âge-là parce qu'on ne joue pas au football parce qu'on a envie juste de jouer ou pour l'argent. On joue parce que c'est notre métier, c'est notre passion. Donc si tu as la possibilité de jouer plus longtemps, bah, tu le feras. Tu nous avais dit aussi que tu marquais des buts. À Le Pen, tu en as marqué pas mal. On attend toujours. Ouais, vous n'êtes pas les seuls à m'échambrer, même mes coéquipiers m'échambrent sur ça. Et je pense que toute l'équipe, on n'a pas beaucoup été en réussite sur le coup de pied arrêté cette saison. On n'a pas marqué beaucoup de coups de pied arrêtés. Donc c'est quelque chose sur lequel on continue encore de travailler. Là, il reste 9 matchs. Tout est possible. Hein. On peut gagner des matchs encore sur le coup de pied arrêté. Donc on y croit jusqu'au bout. Comment tu expliques ça, ces difficultés offensivement, notamment sur les coups de pied arrêtés? Vous avez des bons tireurs de coups de pied arrêtés, ils l'ont montré plusieurs fois, on a des bons passeurs. Comment tu l'expliques? Je pense que c'est les équipes adverses qui défendent bien. Et voilà. Après, nous, on essaie de mettre l'intensité qu'il faut dans le coup de pied arrêté. Après, si ça ne réussit pas quelque part, ça réussit ailleurs. Hein. Donc, on ne va pas se prendre la tête avec, mais on a bien envie aussi de marquer beaucoup sur le coup de pied arrêté. Manuel, tu as été blessé, tu reviens de blessure, là. C'était un long, on nous a dit 5 semaines, 6 semaines. Tu es revenu plus tôt que prévu d'ailleurs. Ouais, 6 semaines, normalement c'était 6 semaines. Comment tu as vécu cette période où l'équipe justement était dans cette phase de série d'invincibilité? Comment tu as vécu ça? C'était une grosse blessure, hein, c'était une déchirure. Ouais, tu avais déjà. Non, jamais. Comment tu as vécu ça? Tu as prié, bien sûr. Évidemment. Mais après quand tu es blessé aussi longtemps et tu vois ce que l'équipe fait, tu ne peux qu'être content en fait. Parce que avec toi ou sans toi, ça continue de bien jouer au foot, de dérouler. Et quand toi tu viens, tu es content, c'est plus facile en fait après de t'intégrer, de réintégrer dans le groupe. Voilà, donc de l'extérieur, j'étais content de ce qui avait été mis en place, de ce que l'équipe continue à faire même sans moi. Voilà, ça se voit qu'il y a une réelle identité qui a été instaurée. Et voilà, tous les joueurs s'emprègnent, ça faisait plaisir. Voilà, évidemment pour un joueur, tu as hâte de revenir, retrouver les terrains, mais tu reviens dans de bonnes conditions parce que derrière, tes coéquipiers ont fait le boulot. Dans ton absence, c'était Charlie Keita qui était titulaire. Cheikh Keita qui était titulaire. Est-ce que là, à l'inverse, tu as un rôle un peu de grand frère, justement, de conseil pour lui dire comment s'adapter, pour le placement sur le terrain, pour les relations justement avec les partenaires, ce genre de choses? Ouais, on parle. Il n'y a pas seulement qu'avec Cheikh. Je pense que ce qui fait la force de cette équipe, c'est que tout le monde parle avec tout le monde. Voilà, donc bien sûr, avec Cheikh, on en a parlé par moments de certaines choses. Voilà, et puis il y a l'ambition personnelle aussi du gamin en question qui est déterminé et qui a voulu prouver que voilà, il méritait d'être là et ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait la réussite de cette défense? Parce qu'on a vu avec Cheikh que vous aviez tous les deux, toi et lui, deux profils finalement de défenseurs assez différents, mais au final ça prend pas de but. C'est quoi le secret de cette défense? Comme je l'ai dit, ça commence déjà devant. En devant et au milieu de terrain, le pressing est bien fait. Après, c'est plus facile pour nous derrière, donc même avec Cheikh, même avec moi, même avec Younis, même avec quelqu'un d'autre, quand le pressing est bien fait, après c'est facile parce qu'on n'est pas une équipe qui défend individuellement, mais notre force c'est le collectif. On défend tous ensemble, on attaque tous ensemble, donc quand le bloc il est bien compact, après c'est facile derrière de bien défendre et de ne pas prendre le but. C'est de la communication? Exactement, beaucoup de communication parce qu'on communique beaucoup. Voilà, donc on s'encourage aussi. Il y a quelqu'un qui donne de la voix et puis voilà, tout le monde suit. Voilà, on travaille les uns pour les autres. Je me rappelle de cette phrase que Will nous avait dit. Lorsque on était de la période où on prenait beaucoup de cartons, il nous avait dit d'arrêter de faire des fautes inutiles parce que faut te dire que si tu n'as pas réussi à prendre le ballon là, il y a un coéquipier derrière qui va le faire à ta place. Donc je pense qu'on l'a enregistré et ça faisait que même lorsque l'autre il n'est pas bon au duel, il y a quelqu'un qui vient automatiquement pour couvrir et c'est ça notre force.
le changement de philosophie de l'équipe aussi, vous jouez plus haut, vous êtes plus compact. Thomas aussi disait la semaine dernière que quand on voit son coéquipier courir autant, on a envie de faire la même course ou de faire encore plus, et c'est finalement cette osmose et ce jeu, cette philosophie qui vous aide à bien défendre aussi. Exactement. Leur subir. Exactement, parce que lui, il a dit, je crois, dans une interview, que ça paraissait bête, mais tu t'épuises moins à faire des sprints sur une courte distance que de le faire sur une longue distance. Donc quand on pense qu'on va faire une sprint sur une courte distance pour récupérer rapidement le ballon, voilà, tout le monde est content, tout le monde a envie de faire. Voilà. Cette blessure t'a privé d'une sélection, c'était la période internationale, je pense que beaucoup de déceptions aussi pour toi. La Côte d'Ivoire n'est toujours pas qualifiée encore. Si, déjà, elle est le pays organisateur. Voilà, donc maintenant la prochaine étape, il va reconnaître là, au mois de juin, je pense. Ouais, au mois de juin. Il va revenir. J'espère. Et pour revenir, il va falloir que je continue sur ma lancée, faire les bonnes prestations afin que le sélectionneur puisse m'appeler. Donc si tu ne mérites pas, on ne t'appelle pas. Donc à moi de prouver sur le terrain et puis revenir en sélection. Tu parlais de ton impact dans la surface tout à l'heure, de ton retour au terrain, c'était contre Marseille, et ta déviation de la tête a failli profiter à Follarine puisqu'il tape le poteau derrière. Est-ce que tu penses que d'arriver à stater peut-être un petit peu plus qu'à la fin de la saison, ça peut faire la différence pour une future sélection avec la Côte d'Ivoire? Oui, pas forcément pour la sélection, mais pour le joueur personnellement. Parce que pour un joueur, c'est important d'avoir des stats. Et comme je le disais en début de saison, le football moderne maintenant, c'est les statistiques. Donc, tu as beau être un bon défenseur qui défend bien, etc. Mais après, il faut que tu puisses aider ton équipe aussi sur les coups de pied arrêtés, marquer des buts, délivrer des passes s'il le faut. Donc, à titre personnel, pour le joueur que je suis, j'ai bien envie de faire des stats. Et si ces stats-là m'ouvrent la porte de la sélection, j'en serai heureux. Quand tu avais vu le championnat commencer, quand tu as joué en Jupiler Pro League, tu as joué en Ligue 1, il y a une grosse différence, non? Obligé. C'est pas pareil. Hein? Non, c'est pas pareil, il y a plus d'intensité en Ligue 1, c'est plus tactique. Voilà, c'est plus compliqué de jouer en Ligue 1 parce que n'importe quelle équipe peut te faire mal en fait. Voilà, donc la Ligue 1, franchement, c'est un bon niveau contrairement à la Jupiler. La Jupiler aussi, c'est un bon niveau, je ne dénigre pas, mais la Ligue 1, elle est au-dessus. Quoi. Tu sais déjà il y a pas Mbappé aussi. Hein. Là, tu l'as marqué. Il y a quand même de bons joueurs là-bas. C'est quand même là-bas que Reims il recrute le plus. Donc c'est qu'il y a de bons joueurs qui viennent là-bas. Tu sens que tu as déjà beaucoup progressé, élargi ta palette par rapport à ce changement de championnat, ce changement de physionomie avec les adversaires tous les week-ends. Tu sens que tu es plus complet aujourd'hui que quand tu es arrivé? Ouais, je peux pas dire que je suis complet parce qu'on finit jamais là plus complet, mais j'essaye de continuer à m'améliorer au fur et à mesure. Et comme je l'ai dit, l'équipe m'aide bien dans ce sens. Évidemment, vu que la différence des niveaux entre le championnat belge et le championnat français, il n'est pas pareil. Donc du coup, tu es obligé de lever un peu ton niveau de jeu pour pouvoir jouer en Ligue 1 et faire de bons matchs. Donc obligé que sur ce plan, tu vas progresser en tant que joueur si tu veux toujours faire de bons matchs. Après, moi, je continue encore d'apprendre, je continue de progresser personnellement. Voilà. Je posais la question à Will tout à l'heure, il y a 6 points avec le 5e. Petite Ligue Europa conférence. Est-ce que c'est un de tes rêves, jouer justement à la Coupe d'Europe avec Reims? Pourquoi pas? Tu penses, est-ce que c'est possible déjà? Sincèrement, avec le début de saison qu'on a fait, c'est un peu compliqué parce que on n'a pas bien entamé la saison. Et là, c'est vrai qu'on a 6 points de l'Europa League, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de finir plus haut, évidemment. Après, si par la grâce de Dieu, on a été là-bas, Dieu merci, mais on ne se prend pas la tête avec parce que on est quitté très loin. On est quitté très loin. Je me rappelle qu'en début de saison, on était dans le bas du classement. On était avec la régulation. Donc là, on essaie de prendre le maximum de points possible et de surtout, comme je l'ai dit, essayer de bien finir la saison avec une belle série. Et après, si
si on est international, pourquoi pas, mais bon, c'est pas une priorité. Tu penses que les matchs à opposition directe, vous allez jouer Rennes, vous allez jouer Lille, peuvent faire la différence ou c'est juste la régularité sur les 9 matchs qui restent là? On veut juste de la régularité. On n'a pas de finale à jouer contre qui que ce soit. On ne veut juste pas perdre. Voilà, parce que je pense que le coach il a instauré ça dans notre identité et on s'y est habitué, on n'aime plus perdre. Voilà, donc même si on doit perdre avec la manière. Voilà, on doit perdre comme des soldats qui sont allés à la guerre. Donc on n'a pas de finale, on n'a pas de match à concurrent direct à jouer avec qui que ce soit. On essaie de prendre le maximum de points possible. Ouais. À quel match tu t'attends justement ce dimanche contre Brest, une équipe qui va mieux, qui est sortie de la zone de relégation? Comment tu vois cette équipe? C'est une équipe qui a toujours besoin de points pour essayer d'assurer son maintien. Donc ça serait un match très compliqué. Donc à nous de ne pas s'endormir, on doit continuer sur notre lancée du dernier match, à être très, très efficace devant les buts, à bien défendre, comme on le fait si bien ces derniers temps. Voilà, parce que ça sera pas une partie de plaisir, c'est une équipe qui est à la recherche de points. Emmanuel, pour revenir sur l'Europe, est-ce que vous en parlez entre vous dans le vestiaire avec le coach ou c'est un sujet un peu tabou Ouais, comme je l'ai dit, on est plus préoccupé à notre jeu à nous. Vous voyez ce que je dis? Parce que aujourd'hui, pour ne pas vous mentir, la défaite de Marseille nous a vraiment, vraiment fait beaucoup de mal. Beaucoup, parce qu'on s'est dit qu'on méritait mieux. Donc on est plus focalisé sur comment faire pour éviter ce genre de frustration à l'avenir et à tout donner pendant les matchs. Voilà. Après, comme je l'ai dit, si c'est arrivé, c'est arrivé. Ça, on serait heureux de jouer une Coupe européenne, mais franchement, c'est pas notre objectif. On ne se prend pas la tête avec. Ok, Merci. bon. Merci. Merci. À dimanche. Dimanche.